Bonjour à tous, je m'appelle Anne Guillou et je suis absolument ravie de vous accueillir sur ce podcast que j'ai baptisé Les Merveilleuses. Alors Les Merveilleuses, c'est quoi ? Eh bien c'est une conversation où j'invite des femmes entrepreneurs à partager leur histoire et leur expérience. Et mon objectif avec ce podcast, c'est de mettre en avant ces parcours de femmes, ces projets de cœur, avec bien sûr leurs réussites, mais aussi leurs difficultés, afin de montrer qu'avec de la passion, du courage et de la détermination, tout est possible. J'espère sincèrement que ces histoires de vie vous inspireront, vous encourageront vous aussi à croire en vos idées et à mener à bien vos projets. Et à présent, place à l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Merveilleuses. Aujourd'hui, je reçois Florence Place. Florence a une formation initiale d'ingénieur civil et après quelques années en tant que salariée, elle décide rapidement de monter sa première entreprise dans le conseil en ingénierie. Le conseil en ingénierie, c'est le montage et l'accompagnement de projets techniques. Et là, nous sommes au début des années 2010 en Belgique. Aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, Florence est maman de 2 enfants, elle a créé et développé 2 entreprises florissantes et maintenant elle aide bénévolement des startups à monter et lancer leurs projets. Dans cet épisode, Florence nous raconte son parcours qui a commencé, et là ça ne s'invente pas, dans sa salle à manger à prospecter dans le dur, comme elle le dit elle-même. Nous parlons bien sûr de création et de développement d'entreprises, et aussi de l'importance de la transparence et de l'éthique dans les relations avec ses clients et ses collaborateurs. Et ce sont 2 valeurs auxquelles Florence tient très fortement. Nous parlons aussi de partenariat car Florence est associée dès le début de son aventure d'entrepreneur. En 2 mots, une vraie success story comme on les aime. Je vous laisse tout de suite en compagnie de Florence et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Florence, comment ça va ? Bonjour Anne, ça va très bien, je suis contente d'être avec toi aujourd'hui. Écoute, moi je suis ravie de t'accueillir sur le podcast, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter rapidement et retracer le début de ta carrière ? Oui, voilà, donc je m'appelle Florence Place, je suis ingénieure civile en électricité de formation. J'ai toujours adoré les maths et les sciences et c'est vrai qu'à la sortie des études, on ne sait pas très bien ce qu'on veut faire et je me suis dit pourquoi pas me lancer dans l'ingénierie. Ça reprend les matières que j'aime bien et puis on verra un petit peu ce que je ferai par la suite. Donc j'ai été diplômée en 2002, j'ai fait un Erasmus en Suisse, puis j'ai travaillé 1 an en Espagne parce que l'international m'a toujours beaucoup intéressée. L'Espagne, ça a été pour moi l'occasion d'apprendre une nouvelle langue. Et quand je suis revenue en Belgique, j'ai commencé directement dans la technique, en fait, comme consultante pour Alcatel. Donc, j'ai voulu commencer la carrière dans la technique. Ok, et donc tu as fait quelques années de salarié et ensuite tu as créé ta première société, donc Catalay, si je me souviens bien. Ça s'est passé, donc voilà, quel a été le déclencheur ? Alors, j'ai commencé dans la technique et puis très vite, mon ancien directeur m'a proposé de passer de l'autre côté de la barrière et de découvrir le métier plus du sales, du commercial, parce qu'il se rendait compte que j'avais un bon contact, une bonne communication et puis voilà, c'est pas parce qu'on a étudié l'ingénierie que on est lié uniquement à faire ce qu'on a étudié pendant les études. Et donc là, je suis passée de l'autre côté de la barrière et j'ai commencé un rôle plus de business manager où j'étais amenée à faire du sales, de la prospection, du recrutement. Et j'ai commencé dans un groupe français qui avait une filiale en Belgique. Donc, on était une petite société. Au début, on a grandi progressivement. Donc, c'était très chouette parce que l'apprentissage était vraiment varié. Mais à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était plus compliqué dans le sens où c'était beaucoup de KPI, on avait moins la liberté de s'exprimer, de pouvoir prendre des décisions. On devait dépendre de la France pour avancer.
la culture d'entreprise changeait puisque on grandissait, ce qui est tout à fait normal, mais ça correspondait moins à ma vision et ma personnalité. Et donc, avec un ancien collègue, on s'est dit, pourquoi pas faire les choses différemment. Et on a voulu créer Catalay pour créer une société 100% belge qui est représentée par moi qui était francophone, lui néerlandophone. Et on avait envie de révolutionner un petit peu le monde du conseil. Voilà comment tout a commencé. D'accord. Et donc ça, vous êtes lancé, donc vous êtes associé, et ça c'était autour de 2010, c'est ça, si je me souviens bien? C'est ça. Donc tout à fait. Donc en 2010, on a créé Catalay. Donc société de consultance en ingénierie, 100% belge. Voilà. Et donc ça, c'était votre positionnement, hein, société de conseil en ingénierie 100% belge, ce qui était vraiment quelque chose de différenciant à ce moment-là. Oui, avec des valeurs plus familiales. Le fait que moi, je sois ingénieure de formation pour mieux comprendre les candidats et les aider dans l'évolution de leur carrière. Johan avait un profil plus international, Haïti et puis néerlandophone pour représenter l'autre côté de la Belgique. Et on voulait vraiment une société au départ familiale, valeurs humaines, avoir 15-20 personnes. Voilà, développer quelque chose qui nous correspondait et qui correspondait plus à la mentalité des clients sur la Belgique. Donc on a commencé dans mon appartement parce que c'est vrai que quand tu te lances, tu te dis c'est pas toujours évident. T'as pas forcément les fonds et il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, je me souviendrai toujours. Mon mari tous les matins allait mettre un petit post-it sur la sonnette avec le nom de Catalay pour bien montrer au candidat que la société se trouvait là. Il l'enlevait tous les soirs à son retour également. Et donc, on recevait les candidats dans mon salon, on leur faisait des petits cafés dans ma cuisine. Et donc, c'était vraiment... Eh bien, c'était familial, hein, très familial, justement. Voilà, c'était très familial. Et donc, on n'a jamais eu peur de recevoir les candidats à la maison. Niveau du positionnement, je veux dire, on croyait vraiment en ce qu'on leur proposait comme possibilité de carrière, à la relation qu'on avait avec les clients, on connaissait bien nos projets. Et donc, ça n'a jamais été un frein de recevoir les candidats à la maison et de leur expliquer, en fait, voilà, on est une jeune société, on se crée, on a envie de faire quelque chose de différent et il faut bien commencer quelque part. Et directement, les gens nous ont fait confiance. Donc, on a eu le premier collaborateur qui a signé en avril-mai, donc le temps de lancer quand même la boîte, le site internet, les process en place. Donc ça a quand même été rapide et fin d'année, je pense qu'on avait déjà atteint 5 engagements. Waouh, génial. Et donc pour nos auditeurs comprennent bien, donc votre rôle c'était de recruter des profils que ensuite vous placiez chez des clients qui avaient des besoins donc de conseils en ingénierie, c'est ça? Voilà, en fait, le rôle, c'était vraiment, on recevait des projets des clients. Ça peut être un client qui a un pic et donc qui a besoin de ressources très spécifiques à un moment donné, ou c'est des clients qui ont une expertise qu'ils n'ont pas en interne et qu'ils recherchent via le conseil. Donc, tous les employés étaient engagés sur notre payroll, puisque c'est vraiment nous qui développions la carrière des employés et on les aidait à évoluer à travers différents projets chez différents clients. Et on mettait à disposition donc les compétences intellectuelles et personnelles, enfin la personnalité de nos employés chez les clients pour les aider à développer les projets au mieux. D'accord. Et pour compléter, donc pour bien comprendre le business model, ces personnes-là, c'était des employés, c'était pas des freelances en fait. Non, on avait principalement des employés. D'accord. Voilà, tout le monde était engagé sur le payroll. Et puis, j'avoue, au fur et à mesure, on avait peut-être 10% d'indépendants qui nous rejoignaient parce que je pense que dans le monde de l'ingénierie, les indépendants, enfin, à l'époque, ça remonte quand même maintenant à une dizaine d'années, il y en avait beaucoup moins. On va dire c'est quelque chose qu'on rencontre plus dans le domaine de l'IT. Mais en ingénierie, les gens sont plus facilement employés qu'indépendants. Ok. Et donc, comment est-ce que, en fait, tu as démarché ou comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients? Est-ce que c'est des sociétés que vous connaissiez peut-être déjà ou voilà, comment est-ce que ça s'est passé? Comment vous avez fait au niveau de la prospection? Ouais, c'est la prospection. Justement, ce qui est comique, c'est que dans mon ancien boulot, moi et Johan, on était vraiment orientés IT électronique.
Et c'est vrai qu'en 2010, il y a eu quand même une espèce de petite crise et l'IT électronique était beaucoup plus compliqué à relancer. Et donc, nous, on a carrément changé de secteur. On s'est mis dans tout ce qui était infrastructure, construction, énergie. Et donc, c'était nouveau pour nous puisque on démarchait de nouveaux clients. Bon, évidemment, on connaissait le métier de par le passé, mais on a vraiment commencé from scratch, on va dire, avec le téléphone, arriver à décrocher le premier entretien, ce qui n'est pas facile, et puis pouvoir se présenter chez le client. On allait ensemble, toujours moyenne, pour vraiment représenter la société. Et vraiment que le client puisse nous faire confiance, qu'il croit en ce qu'on pouvait lui proposer de différent par rapport à la qualification des candidats, par rapport à la connaissance du métier, par rapport à l'implication, valeur de la société. Et voilà, c'est comme ça qu'on a commencé les premiers clients. Vraiment, c'était la prospection dans le dur, comme je pense beaucoup d'entrepreneurs sont confrontés au départ, quoi, en partant de zéro. Ok. Et donc ensuite, après quelques années, vous avez créé une deuxième société, toujours dans le conseil, Alors, oui. mais avec un positionnement légèrement différent, c'est ça? Voilà. En fait, ce qui s'est passé pour expliquer un petit peu l'historique, c'est que donc au début, on voulait rester que moyenne, avoir 15-20 consultants, être heureux, avoir une petite société familiale qui tournait. On n'avait pas, c'est vrai, au début de grandes ambitions. Et puis, on s'est rendu compte, on avait de plus en plus de clients qui nous faisaient confiance. On avait des consultants qui arrivaient en fin de projet, donc il fallait leur trouver de nouveaux projets. Donc en fait, la prospection, on ne pouvait pas l'arrêter. Il fallait continuer à prospecter, retrouver de nouveaux clients pour les consultants et leur permettre d'évoluer. Et donc à un moment donné, on s'est rendu compte, on avait 15-20 personnes, on ne pouvait plus rester à deux. Donc on a commencé à engager notre premier sales qui nous a aidé dans l'équipe interne à continuer à développer la société, le deuxième sales. Et ainsi de suite, on a commencé à mettre une petite structure en interne avec une équipe de commerciaux, une équipe de ressources humaines, tout ce qui est marketing com, la comptabilité et une personne plus administrative qui accueille les candidats et qui nous aidait dans l'administration de tous les jours. Et donc, on a atteint plus ou moins une quarantaine de personnes. Et là, on avait des clients qui étaient satisfaits de la collaboration et qui revenaient vers nous pour des demandes qui étaient un peu hors scope de l'ingénierie, comme tout ce qui est IT, mais en business analyst, project management. On avait des demandes en communication marketing. Et donc, on s'est dit, pour ne garder notre expertise dans Catalay, on va créer une autre société qui s'appelle Evertis et qui fera plus les métiers, la communication, marketing et du digital. Et c'est comme ça qu'Evertis a vu le jour en, si mes souvenirs sont bons, 2017. D'accord. Donc donc le développement de votre première entreprise, donc Catalay, s'est fait sur 5-6 ans, c'est ça? Avant que vous commenciez cette activité complémentaire, en fait, hein, c'est ça? Voilà, tout à fait. Quels ont été selon toi, donc que ça soit pour Catalay ou Evertis, vraiment les facteurs clés de succès? Alors, moi, je pense le succès, dans mon cas, ça a été la proximité avec les collaborateurs. Donc vraiment, je pense que quand on grandit, ce qui est difficile, c'est de garder cette proximité et de pouvoir continuer à avoir un suivi efficace et de qualité avec les employés, de travailler en transparence parce qu'il y a beaucoup de sociétés malheureusement aujourd'hui qui sont pas forcément transparentes avec tous les collaborateurs et je pense que c'est ce que les gens recherchent actuellement et puis aussi offrir de la flexibilité aux gens. On vit dans un monde où on va à 200 à l'heure et donc avoir de la flexibilité, ça permet aussi aux employés, aux différentes personnes de pouvoir avoir un cadre de vie qui est plus agréable et de pouvoir se projeter sur le plus long terme. Oui, donc ça c'est du côté recrutement. Du côté client, donc quels ont été là vos facteurs clés de succès dans votre croissance? Le côté client, je pense que c'est par rapport vraiment à la qualité des candidats et l'expertise qu'on leur offrait. Donc nous, on a toujours viser la qualité avant le volume. Donc, on ne voulait pas faire du volume auprès des clients. Donc, on préférait refuser un projet et dire, voilà, on n'a pas les compétences ou on se rend compte que sur le marché, on n'a pas l'expertise ou on ne la trouve pas et être l'honnêteté par rapport au client que de vouloir gagner le projet à tout prix
et de dire oui, on sait le faire, mais après de ne pas pouvoir assurer derrière. Donc c'est aussi une transparence d'une certaine manière par rapport au client et de pouvoir faire ce qu'on est capable de faire et de ne pas vouloir aller au-delà et de vendre quelque chose qui n'est pas possible par la suite. Que vous pouvez pas livrer, oui. Ok, c'est très Non. clair. Alors je voudrais aborder un autre point qui est en fait le partenariat, parce que tu m'as dit, enfin quand on a préparé un petit peu cette interview, que tu n'aurais pas imaginé monter un projet seul. Et donc finalement, vous vous êtes retrouvés donc avec Johan, hein, ton associé, avec des profils complémentaires, comme tu disais, au niveau des compétences, mais aussi le fait qu'il soit néerlandophone, toi francophone. Quels sont pour toi aussi les gros avantages de s'associer dans un partenariat comme ça? Alors, moi, je pense, ma personnalité, j'ai besoin d'échanger. Donc, j'ai besoin d'être tirée vers le haut, de pouvoir avoir une réflexion avec quelqu'un d'autre, de pouvoir discuter, d'avoir un retour, d'avoir un challenge. Et avec un binôme, c'est beaucoup plus facile parce que voilà, on a une idée, on en parle, on échange, on se tire l'un l'autre vers le haut. Il faut savoir, quand on lance une société, c'est super compliqué parce que des ups et des downs, mais on en a tout le temps des remises en question. Il y a des fois où on ne croit plus en soi, on est perdu, on a envie tout foutre en l'air, si je peux me permettre, et tout abandonner. Et donc, le fait d'être deux, ce qui est génial, c'est qu'il y en a toujours un qui est là pour tirer l'autre quand ça va pas bien, pour remonter le moral, pour remettre de l'énergie dans le projet et pour rebooster. Donc, pour moi, ça a été un boost, le fait de pouvoir travailler avec quelqu'un, d'échanger et de pouvoir développer la société. Et puis le fait aussi, homme-femme, je pense que c'est super important parce que la vision est totalement différente. Un homme va arriver avec une certaine vision et une femme peut-être, elle a une autre manière de voir les choses. On dit toujours les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus ou l'inverse. Non, c'est bien ça, c'est bien ça. Voilà, c'est dans le bon sens. Mais je pense que c'est vrai. Et dans le business, ça se ressent parce qu'on a chacun on a chacun une finalité ou une sensibilité. Oui. Ouais, c'est vraiment une sensibilité différente et une vision différente. Et donc, le fait d'être à deux, homme-femme, donne une stratégie qui est intéressante par rapport à un développement. Ok. Et est-ce que tu vois des points d'attention, en fait, aussi dans le cadre du partenariat comme ça? Les points d'attention, c'est toujours difficile de se lancer avec une personne. Donc, c'est vrai que quand on est entrepreneur, des fois, on veut lancer un projet, on cherche un associé, on se dit, mais est-ce que je vais prendre un ami ou voilà, quelqu'un que je rencontre lors, je sais pas, d'un séminaire ou lors de différentes possibilités de réseautage avec qui j'accroche et qui a la même idée et qui me dit, pourquoi pas se lancer ensemble. Moi, enfin, je pars. Enfin, ça a été un véritable succès avec Johan. Pendant les 10 années, on a toujours eu la même vision, on a toujours été dans la même direction. Mais la chance que j'ai eue, c'est de pouvoir travailler avec lui pendant plus de 2 ans auparavant. Donc, on travaillait ensemble dans la société de conseil, on partageait des projets, on allait déjà ensemble en clientèle, on avait la même manière de fonctionner et donc on se connaissait. Et donc, pour moi, je pense que ça a été un gros avantage, le fait de se connaître au travail, puisque finalement, c'était une continuité logique. D'accord, oui. Donc, c'était quand même un petit peu une période d'essai avant l'association ferme et définitive. Rien n'est définitif, mais en tout cas, l'engagement sur votre projet. Ok, chouette. Voilà, parce que je rencontre beaucoup de startups où l'association ne se passe pas toujours bien. Et au début, on se lance, je pense que on est très fleur bleue. Enfin, on pense que tout va aller. On part d'une bonne intention, avec beaucoup d'énergie positive. Et puis, on se rend compte au fur et à mesure qu'il y a peut-être un décalage dans la manière de penser ou quelqu'un qui prend plus le lead ou qui s'investit plus que l'autre. Il y a un décalage qui commence à se creuser, un fossé de plus en plus grand et c'est là où les ennuis peuvent commencer. Oui, ça c'est vrai. Il y a certaines personnes avec qui je peux échanger et qui disent non, moi le partenariat jamais, c'est trop risqué et donc c'est intéressant d'avoir justement des cas où ça se passe super bien et que c'est vraiment positif, quoi. Voilà. Et si je devais signer demain avec lui, je signe demain avec lui pour un nouveau projet. Génial. Et donc vous avez fait grandir donc vos deux sociétés pendant environ 10 ans.
c'est ça, C'est ça. jusqu'à atteindre à peu près 80 personnes, hein, il me semble. Donc vraiment, voilà, c'est Oui, on avait conséquent, hein. 80 consultants, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Oui. Et Et 10-12 personnes en interne. oui. Et donc ensuite, enfin il y a assez récemment, je crois qu'il y a 1 ou 2 ans, vous avez décidé de vendre. Raconte-nous un petit peu le pourquoi et le comment. Ben ça, c'est une étape, une autre étape, on va dire, dans la vie, hein, quand on crée un bébé et puis à un moment donné, on se rend compte que ben on a envie de passer à autre chose et prendre un autre tournant dans sa vie. Donc, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, ben bon, comme j'avais dit au départ, on n'imaginait pas une croissance aussi importante et on voulait se limiter à 15-20 personnes. Et puis là, on s'est retrouvé avec 80 consultants. Et je pense que à un moment donné, il faut pouvoir prendre du recul et de se dire, voilà, quelles sont mes forces et mes faiblesses. Et tous les deux, on est arrivés à la même conclusion, c'est que le développement et la croissance des sociétés nous intéressait moins. Ce qu'on aimait vraiment beaucoup, c'était la création, le lancement, mettre tout en place, développer cette collaboration aussi bien avec les clients qu'avec les consultants, créer ce partenariat solide. Et puis à un moment donné, on avait développé la boîte, je pense, trop en bon père de famille, donc trop familial, sans mettre une structure assez forte en place pour pouvoir assurer la croissance. Et je pense que ni Yann ni moi avions la vision pour continuer à développer Catalay et Evertis avec une croissance soutenue et les compétences peut-être aussi pour le faire à ce moment-là, parce que voilà, il faut pouvoir aussi se rendre compte que c'est pas quelque chose de simple une fois qu'on atteint autant de personnes, et donc on a préféré laisser les sociétés à un groupe qui avait déjà une bonne structure en place sur la Belgique, un groupe 100% belge, parce que c'était important pour nous aussi de laisser notre bébé à une société qui avait les mêmes valeurs que nous. Donc c'était pas vendre à tout prix, mais vraiment pour que les consultants et les clients soient repris dans le même cadre avec lequel on travaillait. Et voilà. Et donc là, les sociétés ont pu continuer à grandir de cette manière avec la nouvelle structure. Et donc, comme enfin, tu parlais au début de transparence, le fait que ce soit important d'être transparent avec vos collaborateurs et aussi que c'était un des facteurs clés de succès. Justement, dans le cadre de cette transition, de la décision que vous avez prise de vendre, j'imagine que vous avez aussi communiqué votre décision en interne. Enfin, comment est-ce que c'est passé, c'est la transition pour vos collaborateurs? Comment est-ce que vous avez géré ça? Alors j'avoue, ça c'est la partie la plus compliquée parce que en fait, les décisions ne sont pas que chez nous. Quand ça se passe, je pense que ce soit pour n'importe quelle société, ben il y a ceux qui font l'acquisition de la société, ben qui ont un grand mot à dire et qui choisissent en fait la manière dont la communication veut se faire, qu'elle soit au mieux pour eux, au mieux pour leurs équipes, comme ils ont aussi des équipes. Ne pas effrayer les équipes, le fait de faire une acquisition et de se dire, ben voilà, il y a peut-être des positions qui vont sauter puisqu'il y aura des doublons et donc comment ça va se passer en interne. Et donc tout ça, ça se prépare vraiment en amont, en collaboration avec la société repreneuse, quoi. Il y a des plans qui se font et ça prend vraiment du temps à mettre en place. Ok. Et donc aujourd'hui, dis-nous un peu ce que tu fais puisque tu as vendu donc il y a à peu près 2 ans. Les choses sont pas toujours faciles parce qu'on se dit voilà, ça y est, on vend, on va vers nouveau challenge, nouveau départ, et puis en fait c'est un don. C'est vraiment bizarre parce que du jour au lendemain tu te retrouves sans rien, tu étais à la tête d'une boîte avec des personnes, avec des contacts, on va dire d'assez haut niveau, tu avais vraiment des responsabilités, tu avais un rôle super important à jouer, et puis du jour au lendemain, ben c'est ton bébé qui a disparu. J'imagine c'est comme quand les enfants quittent la maison, le nid familial, un beau jour, on peut retracer plus ou moins le parallélisme. Mais c'est vraiment oui, moi j'ai eu un don. Il m'a fallu plusieurs mois en fait pour accepter la vente de Catalay et Evertis et le fait que j'avais plus de rôle à jouer dans les sociétés et ça tu l'avais pas vraiment anticipé, tu l'avais pas vraiment attendu. Non, et je pense que t'es jamais préparé à ça. Enfin, en tout cas, comme c'était la première société, enfin c'est la première société où tu vis en fait toutes les phases.
non, je pense que j'étais pas préparée à ça. Et donc, j'ai voulu me mettre plus dans le sport, donc rien à voir avec le relancer un challenge directement, mais c'était un challenge, je voulais faire un marathon, donc j'ai commencé à m'entraîner pour ce marathon. Challenge personnel. Voilà, challenge personnel pour moi, c'était important, de réaliser quelque chose. Et en même temps, en parallèle, je fais partie, on va dire, de Solvay. Il y a la Start Lab qui aide les startups à se lancer. Et donc là, il y a tout un réseau de coachs, de mentors qui accompagnent les startups bénévolement pour les encadrer dans des comités de sélection et pour les accompagner lors de leurs projets. Et idem avec Réseau Entreprendre Belgique, qui a aussi un réseau d'entrepreneurs qui mettent à disposition leur temps pour aider les entreprises dans la croissance, à faire des levées de fonds, dans le mentorat. Et donc, je suis toujours active dans les deux réseaux Entreprendre et Solvay Start Lab pour aider les startups. Okay. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui, d'accord. Et donc aujourd'hui, si je comprends bien, donc tu accompagnes des startups, donc des porteurs de projets, peut-être pas vraiment dans le type startup. Est-ce que tu vois des erreurs, des difficultés, des fragilités, des choses que tu constates de façon assez fréquente, justement dans les projets comme ça qui se lancent? Mais je pense que, dans ce que je vois surtout dans les projets qui se lancent, et ce qui est important pour un entrepreneur, c'est de pouvoir à un moment donné prendre assez de recul sur son projet, parce que plein de jeunes ou moins jeunes ont des idées, donc on veut lancer l'idée, on teste le marché, au début on se rend compte qu'il y a un accrochage, que le marché répond, qu'il y a une demande, mais après quand on développe le projet, mais ça cale, on peut pas forcément faire du scale, donc pouvoir faire une croissance qui est attendue comme on veut. Et donc, ce que je remarque beaucoup, c'est que les entrepreneurs, à l'heure actuelle, ils ont une faculté pour pouvoir pivoter, changer le projet pour lequel ils se sont lancés et directement prendre une nouvelle trajectoire, se remettre en question et prendre les actions qu'il faut pour vraiment développer l'idée de base en une nouvelle idée et pouvoir continuer. Donc ça arrive très fréquemment, que l'idée de base ne soit pas l'idée finale après 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, quoi. Ça évolue et ça, je trouve ça génial de pouvoir faire pivoter sa première idée et de se remettre au niveau en fonction du marché et chaque fois s'interroger sur ce que le marché attend, est-ce que mon projet est toujours à même et comment continuer. Parce que moi, j'ai peut-être pas assez fait avec Evertis à l'époque. Et c'est chouette de pouvoir voir que. Oui. Voilà. Oui. Donc c'est en fait plutôt une force des entrepreneurs que tu accompagnes aujourd'hui, le fait d'être suffisamment lucide et suffisamment proche du marché pour justement pivoter, comme tu dis. Oui, très intéressant. Et quel conseil donnerais-tu justement à quelqu'un qui a un projet aujourd'hui et qui hésite à se lancer, parce que bon, on sait que l'environnement est assez incertain actuellement, assez changeant aussi, assez complexe. Donc, si tu avais quelques conseils à donner, quels seraient-ils? Mais moi, je pense que c'est important pour un entrepreneur qui a une idée de pas hésiter à en parler, donc déjà autour de lui, que ce soit la famille, les amis, de pouvoir aller voir des cercles ou des réseaux où il peut parler de son idée. Il y a plein de groupes maintenant qui existent d'entrepreneurs, on peut trouver sur Facebook ou même LinkedIn. Donc, je pense que il faut qu'ils se disent, je suis pas tout seul, j'ai une idée, mais il y a plein d'autres entrepreneurs qui sont dans le même cas que moi et au lieu d'échanger tout seul sur mon idée, mais pourquoi pas aller échanger avec d'autres, parce que ça donne une énergie et ça permet aussi de se dire finalement de prendre confiance en soi, parce que c'est ça qui est difficile, je pense, pour un entrepreneur, c'est aussi de se dire d'avoir la confiance et de se lancer de faire le premier pas pour se lancer dans toutes les démarches qui sont pas faciles, parce qu'il y a les démarches administratives, il y a les problématiques de cash, il y a les problématiques de ce que vont penser mon entourage. Et donc, c'est ça, quoi, de pas rester seul et de vraiment pas avoir peur d'aller frapper aux portes pour parler de son projet, pour échanger, partager et de recevoir des conseils pertinents pour l'aider dans le démarrage. Alors, je vais passer sur un registre un petit peu plus personnel dans ton expérience.
qui m'a frappé en fait quand on a quand on a préparé cette interview, c'est évidemment ton énergie, mais aussi ta soif de création. Le fait, ce qui semble te donner de l'énergie, c'est vraiment de démarrer un projet, de partir de rien et de monter ça, from scratch. C'est effectivement ça qui te porte, hein, en tant qu'entrepreneur. Oui, voilà. Donc moi, ce qui m'anime, c'est pour ça que j'adore accompagner différentes startups dans n'importe quel secteur d'activité. C'est vraiment de pouvoir réfléchir out of the box avec eux, d'écouter leurs projets, leurs idées, ce qu'ils veulent mettre en place avec tous les défis que ça s'impose, que ce soit du service, du produit, puisqu'en fonction de l'un et l'autre, les défis sont totalement différents. Et de partir d'une feuille blanche et de pouvoir créer quelque chose en mettant tout en place, quoi. Je trouve ça, pour moi, c'est vraiment génial. Je sais qu'il y a des entrepreneurs qui adorent plus racheter une boîte, la développer, la faire grandir. Mais moi, je suis totalement de l'autre côté de la barrière où c'est vraiment le démarrage d'une activité où tout prend forme avec les risques, évidemment. Parce que je pense que je suis une personne addictive au risque, si on peut le dire. Enfin, le risque ne me fait pas peur. Et donc, c'est vrai, j'aime bien cette sensation de risque, de challenge et c'est ça qui me fait vibrer, en fait. J'en ai besoin pour pouvoir avancer et développer quelque chose. Si tu regardes ta carrière jusque-là, de quoi est-ce que tu es la plus fière aujourd'hui? Ta plus grande réussite? La plus grande réussite dans ma carrière, je pense que c'est vraiment le lancement de Catalyze, enfin même avant Evertis, Catalyze, c'était vraiment mon bébé et c'est pour moi, ça reste et ça restera puisque c'est le premier projet entrepreneuriat avec toutes les étapes, tout ce qui, il faut dire maintenant, même si je relance un projet, je suis dans une situation professionnelle et financière qui est différente du premier projet. Donc là, c'était vraiment les risques, quoi, où ça passe, où ça casse. On commence vraiment de zéro. Donc, je pense que le premier projet est toujours celui avec lequel on est le plus attaché. Et tu l'as mentionné, il y a eu des moments évidemment difficiles, des moments de doute. Comment est-ce que quand ça se passe, quand tu as des difficultés, comment est-ce que tu gères ça? Comment est-ce que tu arrives à surmonter ça? Mais moi, j'ai la chance, comme on était en binôme, c'est de pouvoir justement discuter avec mon binôme. Et des fois, quand je disais j'en ai marre, on arrête tout, on balance tout, lui était là aussi pour discuter avec moi, de voir les possibilités, comment on pouvait avancer, prendre du recul. Et puis, c'est vrai que j'ai un mari à la maison qui est entrepreneur aussi. Et donc, le fait de pouvoir expliquer à la maison ce que je vivais au boulot, c'était une facilité pour moi aussi parce qu'il me comprenait, il comprenait ma détresse parfois ou mes coups de gueule et donc ça m'aidait aussi beaucoup pour pouvoir parler parce que je pense que c'est important quand ça va pas, il faut pas garder pour soi, il faut pouvoir sortir, expliquer tout ce qui va pas pour pouvoir prendre du recul et rebondir par la suite. Alors, plus au niveau de l'attitude, quels sont les points qui sont vraiment importants aujourd'hui au niveau du mindset quand on est entrepreneur? Alors, première chose, c'est de croire à 200% à son projet. Pour moi, c'est le plus important. Pour y arriver, il faut vraiment croire en son idée et mettre toute l'énergie nécessaire. Et de se dire que les up and down, donc des moments où on a des difficultés, des moments où on a envie de tout lâcher, c'est normal. C'est normal dans la vie d'un entrepreneur de se dire que des fois on veut tout arrêter. Non, il faut continuer, il faut persévérer, ne jamais lâcher, travailler dur et à un moment ça va tomber et ça va marcher. Je pense que tout le monde peut y arriver s'il veut, s'il met l'énergie nécessaire et il faut se battre en fait. Après avoir des échecs, c'est pas grave non plus puisque pour moi un échec c'est permettre de réfléchir à pourquoi on a eu un échec, de prendre du recul pour pouvoir mieux se relancer par la suite. Donc, une société sans échec ou sans donne, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. De dire que quelque chose fonctionne toujours très bien, pour moi, c'est faux, c'est pas possible. On n'apprend pas alors, on n'arrive pas à grandir. C'est en tombant qu'on se relève mieux pour repartir par la suite. C'est comme en vélo, hein.
Oui. Et justement, quand vous êtes lancé avec Johan, donc au début de Catalay, est-ce que vous avez fait le chemin vraiment seul ou est-ce que vous vous êtes fait aider, accompagner? Ben là, nous justement à l'époque, on connaissait pas bien toutes les startups, enfin les réseaux qui pouvaient accompagner ou les fonds. Enfin, je pense que c'était pas, il y avait pas une communication aussi importante que maintenant. Ces dernières années, les entrepreneurs sont mis en avant. Il y a beaucoup de communication sur tous les réseaux, dans les journaux, enfin toutes les press releases. Et à l'époque, c'était pas si courant que ça. Donc c'est vrai qu'on a fait le petit bonhomme de chemin tout seul, mais on avait eu, allez, je remercierai jamais assez mon ancien boss de la société de consultance qui nous avait donné, enfin, on avait eu une bonne formation grâce à lui. C'était une bonne école de vie qui nous a permis aussi de pouvoir réaliser ce projet. Et je Oui, pense que c'est oui, important. oui, ça vous a C'est un équipé. mentor pour Voilà, moi. ça vous a Voilà, équipé. un Ouais, mentor pour ouais, moi ouais, qui ouais. m'a permis vraiment de nous équiper et de nous lancer par la suite, quoi. Et est-ce que enfin justement au début, comme tu dis que c'était votre mentor, est-ce que vous avez eu recours à lui pour lui demander des conseils, pour échanger sur certaines questions que vous aviez? Non, pas vraiment, puisque c'était un peu quand même de la concurrence par la suite. Donc, Ah ouais. c'était le meilleur des idées de... Non, 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 parce que après, non, on a pris, on avait nos valeurs, notre vision qu'on voulait mettre en place, et donc on s'est lancé Mm. directement. C'est vrai qu'on n'a pas vraiment eu d'accompagnement et que, avec du recul, peut-être que les choses auraient été différentes et on aurait peut-être continué la croissance si on avait eu un accompagnement, parce qu'on aurait peut-être mis une structure à la base différente que ce qu'on a fait. Oui, Et voilà. ouais, c'est comme C'est ça. comme ça. On peut pas refaire Non, le chemin. je sais pas si De toute façon, je voudrais voilà, sûrement pas changer. on apprend. Voilà. Non. Je retourne à une question plus personnelle parce que certaines femmes hésitent aussi à se lancer parce qu'elles craignent de pénaliser leur vie de famille, surtout quand elles ont de jeunes enfants. Alors toi, bon, on n'en a pas parlé, mais tu as eu tes enfants pendant que tu étais, il me semble, hein, pendant ton projet, pendant que tu étais déjà entrepreneur. Comment ça s'est passé pour toi? Comment est-ce que tu t'es organisé? Voilà, quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face? Enfin voilà, comment est-ce que ça s'est passé? Voilà. Et donc, on a lancé la boîte en 2010. En 2012, j'avais mon premier petit garçon. Et puis en 2014, enfin, ils ont 16 mois de différence. Donc, on les a eu fort rapprochés, mais ça n'a pas Ouais, empêché de continuer l'activité. Bon, c'est vrai que quand tu as une entreprise, en tant que femme, ben, tu profites de ton congé de maternité, mais tu es souvent connectée, il faut l'avouer. Ben voilà, mais moi ça ne me dérangeait pas du tout, donc de pouvoir être connectée. Je crois qu'après 2 mois, ben, j'ai recommencé à travailler. On s'est fait beaucoup aider à la maison, donc moi j'avais la chance d'avoir les deux mamans qui étaient présentes et pour nous aider dans la garde des enfants. Donc c'est pas toujours facile, mais des solutions il y en a. On peut bosser de la maison, on peut bosser quand le petit fait sa sieste. Enfin, c'est une nouvelle organisation. Mais je pense que quand on est entrepreneuse, ben, on doit quand même s'organiser dans la vie de tous les jours. Enfin, c'est une organisation déjà qui est innée, et donc c'est pas les enfants qui vont changer. Évidemment, ça complique et ça met une couche oui, supplémentaire, mais c'est pas quelque chose d'insurmontable. Pour moi, tout est toujours une question d'organisation et de trouver des solutions. Quand on est entrepreneur, on trouve des solutions. Ben, c'est la même chose, c'est de la logistique en fait, à pouvoir gérer ouais. pour passer au mieux son temps de maman, pour élever ses enfants et puis continuer à faire tourner sa société. Voilà, donc il faut pas trop réfléchir, il faut se lancer et de toute façon les solutions elles existent. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. Ok. Quelle est ta vision aujourd'hui pour ton futur, pour les prochaines années? Donc aujourd'hui tu es mentor de start-up, hein, voilà. Est-ce que tu as des projets en tête? Tu as envie de lancer des nouvelles choses puisque c'est ça qui t'anime, hein, de monter des projets? Ouais, voilà. Alors, ici, la dernière année, ce que j'ai fait aussi, c'est j'ai investi dans beaucoup de startups, parce que justement, je me suis dit, ben, quand on s'est lancé, nous, on s'est lancé de zéro, on n'a pas forcément eu d'aide financière, et donc c'est vrai que c'était compliqué des fois en termes de cash flow, parce que ça aussi, c'est le nerf de la guerre, hein, quand on lance une entreprise. Enfin, dans toutes les sociétés que je vois, Oui, le cash, ben, c'est le nerf de la guerre, c'est trouver du cash. On n'a pas forcément de cash flow, les factures des clients, des premiers clients arrivent tard, et alors on doit payer quand même l'existant, que ce soit au niveau des produits ou si c'est du service des employés.
Et donc, le fait de me dire, je peux mettre ma petite pierre à l'édifice, j'ai investi dans plusieurs sociétés, donc j'ai 10 investissements plus ou moins en actifs, donc où je peux suivre aussi les projets et interagir par rapport à différentes problématiques. Donc ça m'anime beaucoup puisque bon, ce sont pas mes projets personnels, mais c'est quand même finalement tu t'attaches au projet, c'est normal et tu participes un petit peu à la vie du projet et du développement. Et puis j'ai plein d'idées dans la tête, mais je peux pas encore en parler, c'est encore un peu trop tôt. Ouais. Mais oui, l'idée c'est de relancer quelque chose et de redévelopper de zéro un nouveau projet. Allez, chouette. Ok. On approche la fin de cet entretien. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, un sujet qu'on n'a pas abordé ou quelque chose pour conclure? Pas un sujet, pas forcément, mais pour conclure, je pense que voilà, il faut vraiment, si vous avez un projet en tête ou une idée, ne pas hésiter à y croire et pas forcément se lancer directement, mais la faire germer, discuter autour de soi, bien s'entourer et pour les entrepreneurs qui sont déjà plus avancés, de jamais baisser les bras, quoi. Il y a toujours des solutions à tous les problèmes, les donnes, ça existe et c'est normal et de pouvoir aller de l'avant et travailler dur et à un moment donné, tout finit toujours par tomber, même après des échecs, on repart, on rebondit et c'est le plus important. Alors, on termine par une note d'optimisme et d'enthousiasme. Voilà, ouais, c'est le plus important, je pense. C'est l'optimisme dans la vie, c'est ça. On dit toujours le positif attire le positif. Moi, j'y crois fort. Oui, exactement. Ouais. Et c'est vrai que, confiance et optimisme, ça va un peu ensemble, je pense. C'est quelque chose qu'il faut cultiver parce que, comme tu dis, les moments de creux, ça existe. Et dans la vie, il y a toujours cette polarité entre le jour et la nuit, le haut et le bas. Les moments difficiles et les moments de réussite. Donc c'est quelque chose avec quoi on doit vivre et surtout se dire que l'accepter, voilà, qu'il y a toujours une solution, comme tu dis, pour aller de l'avant. Voilà, exactement. Super. Écoute. Où est-ce qu'on peut te retrouver en ligne pour les personnes qui aimeraient peut-être échanger avec toi ou faire plus ample connaissance? Sur ma page, donc Florence Place, PLACE, sur LinkedIn. Il ne faut pas hésiter à faire une petite connexion, un petit message et je répondrai avec plaisir. Super, génial. Écoute, Florence, merci d'avoir participé, d'avoir partagé tout ton parcours. C'était vraiment super intéressant. Et j'espère que ça inspirera beaucoup de femmes et d'hommes d'ailleurs à se lancer et à surtout pas hésiter à croire en leurs idées. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invité, de m'avoir convié. C'est super chouette de pouvoir échanger et de faire ta connaissance également. Allez, à bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir, Anne. Voilà pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et c'est hyper important pour aider le podcast, laissez-moi une note 5 étoiles avec un petit commentaire et parlez-en autour de vous. Rien n'est plus puissant que le partage et l'entraide pour avancer ensemble. Si vous cherchez les notes de l'épisode et toutes les références, vous pouvez aussi aller sur le site du podcast, c'est www.minervaconseil.com/podcast, Minerva Conseil en un seul mot. Pareil, si vous souhaitez me poser des questions, me donner un feedback ou simplement échanger, vous pouvez aussi me retrouver sur LinkedIn. Je vous dis maintenant à bientôt pour un prochain épisode.